Faut-il mettre les œufs au frigo? En 2021, la France a créé un nouveau droit. Depuis 2021, toutes les femmes en France peuvent décider de congeler leurs ovocytes, qu'elles soient en couple avec un homme, en couple avec une femme ou célibataires. Comme la contraception ou l'avortement, la congélation d'ovocytes ce n'est pas seulement une technique médicale de préservation de la fertilité, c'est un geste qui s'inscrit dans l'intime, qui donne un nouveau pouvoir et offre un nouveau choix. 3,5 millions de femmes françaises sont concernées. 3,5 millions de femmes qui peut-être se posent aujourd'hui cette question que leur mère et leur grand-mère ne s'étaient pas posée. Vais-je congeler mes ovocytes? Faut-il mettre les œufs au frigo ou non? Il y a un an, je me suis posé cette question. Et j'ai finalement décidé de le faire. J'ai congelé mes ovocytes. Je l'ai fait, mais je n'étais pas suffisamment informée, préparée, entourée. Je me suis sentie seule, j'ai eu honte aussi, et je me suis sentie pressée. Il faut dire qu'à partir de 30 ans, tout semble s'accélérer. On a l'impression qu'il faut tout faire en même temps et très vite. Il faut faire famille et faire carrière, et puis les autres aiment bien s'en mêler aussi. Qui ici n'a jamais entendu les quand est-ce que tu t'y mets ou les arrête d'y penser, ça va finir par t'arriver? Et puis il y a cette expression imagée qui rappelle aux femmes que leur temps est compté et laisse un tic-tac s'installer. Je crois que vous voyez bien de quoi je veux vous parler. Horloge biologique. Alors c'est vrai, oui, la fertilité baisse avec les années et celle des femmes plus vite que celle des hommes. C'est peut-être là d'ailleurs que réside l'une des grandes inégalités de destin entre les sexes. Oui, c'est vrai. Mais la notion d'horloge biologique est une représentation culturelle qui colle aux femmes et aux femmes seulement un délai de péremption et qui bouleverse la façon dont elles se vivent leur corps et leur rapport au temps. Alors j'ai demandé des conseils autour de moi et je me suis confiée à l'autrice Marie Robert qui m'a rappelé ce que dit le philosophe Henri Bergson. Il distingue le temps de la durée, le temps objectif, celui de la nature, du corps, de l'horloge, du temps subjectif, tel qu'on le vit, tel qu'on le ressent, notre durée intime. Et il arrive que le temps objectif diffère de notre durée intime. Il arrive même que notre horloge diffère de celle de ceux qui nous sont proches, de nos amis, nos partenaires. Et c'est vrai que c'est des moments où on a l'impression d'être en retard, on a l'impression de manquer de temps, on peut se sentir angoissé, dépassé. Et s'il y a un lien qu'on faisait trop peu entre santé mentale et fertilité? Et si l'horloge marquait non seulement le corps, mais aussi les esprits? Et si, pendant ces 8 années, pendant lesquelles les femmes peuvent décider de congeler leurs ovocytes, leur santé mentale dépendait en partie des enjeux liés à leur fertilité, de la capacité à concevoir ou du sentiment d'urgence face au temps qui passe et qui, d'un coup, semble s'accélérer? En France, en 50 ans, l'âge du premier enfant est passé de 24 à 29 ans, décalé de 5 ans. Et la natalité chute. Les femmes font 2 fois moins d'enfants qu'avant.
Il n'y a pas si longtemps, l'ONU prédisait que le nombre d'humains sur Terre allait dépasser les 11 milliards. Et finalement, on s'apprête à être les témoins de la première baisse démographique de l'histoire de l'humanité. L'économiste Maxime Sbailly dit qu'il faut placer la dénatalité au même rang que le réchauffement climatique et la révolution technologique, que c'est une méga-tendance qui puise ses racines dans l'intime et qui peut bouleverser l'histoire de l'humanité. Alors partout, à travers le monde, les dirigeants s'inquiètent. En Hongrie, les mères de famille sont exonérées d'impôts. En Italie, on a créé un ministère de la natalité et à Singapour, les couples sont encouragés à faire l'amour pour la fête nationale. Et oui, l'avenir de l'humanité se joue pour une part dans l'intimité de nos chambres à coucher. Et dans la lutte contre la dénatalité, ce sont les droits des femmes qui sont en première ligne. L'historienne Michèle Perrault le dit, la dénatalité concerne les deux sexes, mais elle concerne d'abord les femmes, leur corps, leur ventre. C'est ce que Margaret Atwood décrit dans son roman La Servante écarlate. Elle va jusqu'à imaginer une dystopie d'une société à l'infertilité généralisée dans laquelle les femmes ne seraient plus que des ventres pour procréer. Les conquêtes féministes des années 70, la contraception, l'avortement, ont permis une sexualité libérée du risque de grossesse non désirée. Nous sommes passés de la fécondité involontaire à la fécondité volontaire. Nous sommes tous ici la génération du désir, celle qui peut choisir, celle qui peut clamer « un enfant si je veux, quand je veux ». Alors pourquoi on fait moins d'enfants qu'avant ? Est-ce le fruit d'une volonté ou d'une impossibilité ? Est-ce qu'on fait moins d'enfants qu'avant parce qu'on en veut moins ? Ou faudrait-il compléter le slogan du MLF par « un enfant si je peux » ? En 2023, le nombre d'enfants désirés par femme était de 2,2 et le nombre d'enfants par femme d'1,6. C'est ce que les démographes appellent l'écart de fécondité, cette différence entre l'idéal et la réalité qui marque une certaine frustration du désir. Il convient de distinguer l'infécondité volontaire, qui est un choix, une liberté, de l'infécondité involontaire, qui est subie, contrainte. La première doit absolument être respectée et la seconde doit être combattue. Ce n'est qu'à ce prix que le natalisme peut être féministe si son ambition est de réduire l'écart entre les enfants que l'on désire et les enfants que l'on a pour permettre à chacune et chacun d'avoir le nombre d'enfants qu'il ou elle désire, si il ou elle en désire. Aujourd'hui, un couple sur 4 est confronté à des problèmes de fertilité. Et ces problèmes, ils sont liés à l'âge. Et oui, les cycles de vie ont évolué, on fait des études plus longues, on travaille plus tard, on se met en couple plus tard et on vit plus tard. Mais la fenêtre de fertilité des femmes, elle n'a pas bougé. C'est à ça, justement, que la congélation d'ovocytes tente de répondre. Elle est là pour aider à un peu désamorcer l'horloge, permettre d'un peu gagner du temps et aider celles et ceux qui le souhaiteraient, sans jamais le garantir, à peut-être avoir un enfant plus tard. La congélation d'ovocytes permet cela, mais on pourrait se dire qu'il faudrait peut-être prendre le problème dans l'autre sens, qu'il faudrait peut-être repenser l'organisation de notre société pour mieux l'adapter à la réalité biologique du corps des femmes, qu'il faudrait en fait congeler les postes plutôt que congeler les œufs. On peut aussi dire que c'est un petit peu abusé d'ajouter la charge procréative sur celles qui, déjà, ont la charge de faire attention à ne pas tomber enceinte quand on ne veut pas d'enfants et la charge de s'en occuper quand on en a.
Alors on peut se poser cette question. La congélation d'ovocytes est-elle une conquête féministe? Je crois que oui, dès lors qu'elle est une liberté. La congélation d'ovocytes est une conquête féministe en ce qu'elle donne aux femmes davantage de liberté dans le choix de leur maternité. C'est en cela qu'elle s'inscrit dans le prolongement de l'histoire féministe, dans le prolongement des conquêtes féministes des années 70. La contraception et l'avortement ont permis de passer de l'enfant subi à l'enfant désiré, et la PMA et la congélation permettent la réalisation de ce désir. L'enjeu est aujourd'hui de s'assurer que toutes les femmes aient accès à ce droit à travers toute la France et sans délai. L'enjeu est aussi d'assurer qu'on puisse congeler les postes comme on congèle les œufs. Et l'enjeu est enfin de garantir que la congélation ne soit jamais une injonction, qu'elle ne soit jamais imposée aux femmes par quiconque, que ce soit un partenaire, une entreprise ou un gouvernement. Et pour qu'un droit soit effectif, encore faut-il être suffisamment éclairé pour décider soi-même. Il y a 1 an, quand j'ai congelé mes ovocytes, j'ai vu combien on manquait d'informations, combien on pouvait se sentir seul, combien on pouvait avoir honte. Alors j'ai eu cette idée. Avec Kikina Studio, on a créé un podcast. Ça s'appelle « Les œufs au frigo ». Pour lever la honte, pour accompagner celles qui doutent, pour apporter des réponses à celles qui s'interrogent, pour explorer avec vous toutes et tous ce que ce droit change pour chacune et chacun dans l'intime, ce qu'il raconte de notre époque, ce qu'il implique pour l'avenir, ce qu'il dit de nos désirs, pour permettre à chaque femme d'être plus libre, de choisir d'être mère, de ne pas l'être ou de l'être plus tard. Merci.